On va commencer. Merci d'être présents sur place, toutes et tous, pour ce workshop sur les LLM, organisé par le groupe spécialisé agro-industrie de la Société française de statistique. Alors, je me suis dit que j'allais faire un discours, que j'allais préparer un discours sur un LLM. Ça allait être le thème de cette journée. Quand j'ai tenté, DeepSeek m'a fait un roman de 20 pages. GPT m'a demandé d'envoyer mes données aux États-Unis. Gemini m'a fait une image. Donc, bon, je me suis dit, je vais faire à l'impro et à la créativité, le propre de l'esprit humain, pour introduire cette journée. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier mes collègues qui sont organisateurs de ce workshop, donc Amandine, Emmanuel, Damien et Nicolas, qui ne sont pas encore arrivés. Et puis, j'espère que cette journée, vous trouverez des choses qui vont vous intéresser, que vous allez apprendre des choses. Et je vais déjà peut-être vous apprendre un mot, moi de mon côté, qui est sérendipité. Donc j'aime beaucoup, qui est le heureux hasard d'un chercheur. Par exemple, la tarte tatin, l'invention de la pénicilline. Ça font partie de la sérendipité, le hasard du chercheur. En espérant que pendant cet atelier, vous aurez la chance d'avoir cette sérendipité pour trouver des choses qui vous intéressent dans vos recherches ou vos métiers respectifs. Et donc, sans plus attendre, je vais introduire le premier speaker, Adrien Guil, qui est maître de conférence en Computer Science à l'Université Lumière Lyon 2, dans l'équipe Data Mining et Décision du laboratoire ERIC, et qui est membre élu du Conseil national des universités. Ses domaines de recherche sont particulièrement le développement de méthodes de machine learning pour les problèmes de graphes sous contraintes liées au langage et le graph-based natural language processing, document network embedding, social media, mining. Et installe-toi. Merci pour l'introduction, puis surtout merci pour cette invitation à prendre la parole aujourd'hui. Je suis très honoré d'être devant vous ce matin. Donc voilà, on m'a donné comme défi de vous exposer en 1 heure et demie les fondements des grands modèles de langue et des agents conversationnels. Donc j'espère que ça fera une bonne introduction à cette journée. Alors ça se veut le plus interactif possible, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, ce sera beaucoup plus pratique sur une présentation aussi longue que de garder les questions pour la fin, de devoir revenir à des choses dont j'ai parlé il y a longtemps. Donc voilà, surtout ne vous gênez absolument pas pour m'interrompre. Alors, il faudrait déjà que j'arrive pas là. Okay. Bon, je tiens à dire que j'ai fait un effort particulier. J'ai préparé des diapos parce que je savais qu'il y avait des gens à distance. En ce moment, j'ai la tête dans les cours. Comme je savais qu'il y avait un tableau, j'allais tout faire au feutre. Je vous ai fait une présentation. Voilà. Donc, vous l'avez compris, mon exposé va grosso modo comporter 2 parties. Je vais d'abord vous expliquer quels sont les fondements de ce qu'on appelle les grands modèles de langue, et pour ensuite se diriger progressivement vers une deuxième partie qui est comment est-ce qu'on peut exploiter un grand modèle de langue pour mettre au point un assistant, un agent conversationnel. Pour poser les grandes lignes de mon exposé, je vais vous faire un petit diapo où je vous explique en résumé ce que c'est qu'un grand modèle de langue. Un grand modèle de langue, c'est rien d'autre qu'un réseau de neurones profonds. Ce qu'il reçoit en entrée, c'est un texte. Dans le jargon usuel des gens qui utilisent les agents conversationnels dont on parlera après, le texte, ça peut être le prompt. Okay. Qu'est-ce qu'on modélise avec ce réseau de neurones profonds? En fait, on modélise la loi conditionnelle du prochain mot dans ce texte. Voilà. Ça, c'est la définition d'un modèle de langue en général, peu importe que ce soit derrière un réseau de neurones profonds qui charge de la modélisation. Quand on parle d'un modèle de langue, ce qu'on modélise, c'est ça, c'est, étant donné un texte, modéliser la loi conditionnelle du prochain mot. Et du prochain token, vous verrez qu'on ne parle pas exactement de mots, mais de tokens. Ce réseau de neurones, comment il se débrouille pour modéliser cette loi conditionnelle? En fait, il va opérer évidemment sur des vecteurs, puisqu'un réseau de neurones, c'est une fonction mathématique qui est conçue pour opérer dans un espace vectoriel. Et justement, puisqu'on parle de texte, en fait, les vecteurs qu'il va manipuler, ce sont des vecteurs qui représentent le sens des tokens qui composent le texte. Et on a aussi, puisqu'on parle de données séquentielles, besoin de représenter la position des éléments dans la séquence. Donc voilà, un grand modèle de langue, c'est un réseau de neurones qui opère dans un espace vectoriel où on a des vecteurs qui captent le sens des éléments du texte, à la fois les tokens et leur position. Et l'architecture générale de ce réseau de neurones profonds, c'est une architecture basée sur un bloc qui s'appelle le transformer. Et en gros, il y a 2 éléments importants dans ce bloc transformer. Il y a quelque chose qu'on appelle le mécanisme d'attention.
Dans ce cas-là, on dit qu'il est multi-tête. J'expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Et suivi d'une partie beaucoup plus classique en réseau de neurones, qui est un réseau à propagation avant, mais qui joue un rôle aussi important que le mécanisme d'attention. Maintenant, une fois qu'on a ce réseau de neurones profonds qui est capable de modéliser la loi conditionnelle du prochain token dans un texte, comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour construire sur cette base-là un agent conversationnel? Alors, le grand modèle de langue, déjà, il va falloir estimer ses paramètres. En fait, on va le pré-entraîner sur un très grand corpus, vraiment un corpus tout venant, avec des textes de plein de natures différentes. Donc, autrement dit, ce n'est pas spécifiquement des conversations, ces textes, ça peut être n'importe quoi. Ce premier modèle, on va ajuster ses paramètres sur un second jeu de données, on va résoudre un second problème d'optimisation pour en fait le forcer spécifiquement à prédire le prochain token de sorte en fait à maintenir plus ou moins de conversation, plutôt que juste écrire de la prose. Et ensuite, il y aura une nouvelle étape, parce qu'on verra que ça n'est pas suffisant pour avoir quelque chose qui répond à tous les besoins qu'on aimerait satisfaire avec un agent conversationnel. Et on va procéder à un nouvel encore ajustement des paramètres. Donc tout ça, c'est séquentiel. Et pour ça, on aura recours à des techniques d'apprentissage par renforcement, voilà, pour tenter de maximiser en gros la satisfaction utilisateur. Et donc après tous ces traitements séquentiels que je vais détailler au cours de mon exposé, je vous expliquerai comment l'agent conversationnel qu'on a atteint finalement à partir du troisième point dans mon slide, on peut ajouter des traitements supplémentaires, notamment pour faire ce qu'on appelle du RAG en anglais, et autrement dit, comment est-ce que en fait, on peut augmenter le contexte du modèle de langue pour essayer de l'adapter à un besoin spécifique, de le spécialiser, sans avoir recours à véritablement de l'apprentissage en règle. C'est une technique efficace pour essayer d'incorporer des connaissances additionnelles dans l'agent conversationnel, sans pour autant avoir recours en fait, à des mises à jour basées sur le gradient. Il y a déjà des questions, des interrogations à ce stade? Si on le préentraîne en mettant en anglais, alors qu'on veut travailler en français ou en allemand, etc. Oui, alors c'est une très bonne question. Ouais. Se pose plein de questions en fait d'apprentissage par transfert là-dedans. Et vous avez raison, clairement, la nature des différents corpus et les caractéristiques des différents corpus qu'on va exploiter pour les différents apprentissages successifs qu'on va réaliser va influer sur les capacités du modèle à comprendre et ensuite dialoguer dans telle ou telle langue. Mais je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard pendant mon exposé. On a l'espoir que même si toutes les langues ne sont pas représentées à part égale dans le corpus, il y a en fait des notions communes à toutes les langues qu'on peut apprendre à partir des langues les mieux dotées dans le corpus et qu'il y a en fait une espèce de transfert implicite entre les langues pendant l'apprentissage. Et donc même, par exemple, si on a un cas d'usage en allemand, même si finalement 90%, ce qui est généralement le cas, du corpus c'est de l'anglais et que l'allemand va représenter peut-être 1%, en pratique, on va constater qu'il a quand même de bonnes compétences en allemand. C'est parce qu'en fait, en apprenant l'anglais, on apprend aussi des règles syntaxiques, des notions sémantiques, conceptuelles, qui pourront se transférer à l'allemand. Et il suffit d'un petit peu de données en allemand, finalement, pour parvenir à ce transfert. Après, on le met dans un corpus spécifique. Alors, après, on pourrait, voilà. Et aussi, forcément, on a le choix de dire, il est pré-entraîné majoritairement en anglais, il a des compétences peut-être rudimentaires dans une langue, et moi, j'ai besoin de ces compétences, et donc, il faut faire un effort dans les étapes suivantes, par exemple ici dans ce fameux petit corpus, et ben, le faire en allemand par exemple, enfin, dans la langue que l'on sait. Ou l'augmentation du RAG, non? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai pas de réponse définitive. Est-ce qu'on peut accroître les compétences linguistiques dans une nouvelle langue d'un modèle en ayant recours à une approche de type RAG? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Donc je peux dire ni oui ni non. Je n'ai jamais vu de travaux sur le sujet. Voilà, alors ça, je passe brièvement parce que je pense que les démonstrations de cet après-midi seront beaucoup plus parlantes que ce que je vais dire. Mais là, quand même, je vais passer 30 secondes. Je me base sur un rapport qui avait été produit par l'université Stanford où ils proposaient une typologie des cas d'usage d'agents conversationnels. Et ils établissent en fait finalement une nomenclature en deux parties. On peut soit s'en servir pour augmenter les capacités humaines, soit carrément remplacer l'humain en lui demandant d'automatiser les tâches.
Alors, pour ce qui est d'augmenter les capacités humaines, bon, je pense que je ne vais rien vous apprendre parce que en fait, c'est l'usage un peu intuitif qu'on en fait au début de n'importe quel agent conversationnel. On lui demande de nous proposer des pistes pour résoudre un problème, en fait. Hein, c'est ça, on lui demande de nous suggérer voilà, des scénarios. Et l'intérêt, c'est quoi? De s'en servir pour augmenter nos capacités. Ben, c'est un gain de temps parce que ça nous permet peut-être de plus rapidement envisager tous les scénarios possibles avant d'en choisir un. Voilà, potentiellement, il peut nous proposer des scénarios auxquels on n'aurait jamais pensé, donc ça peut avoir un effet positif sur notre créativité. Alors après, il y a tout un débat philosophique sur à long terme quel effet ça a sur la créativité, mais à l'instant T, ça peut augmenter la créativité. Voilà, et puis ça peut aussi représenter un gain informationnel parce que quelque part, c'est aussi une espèce d'outil de recherche d'information, donc ça peut faciliter l'accès à l'information sans avoir recours à un moteur de recherche. Voilà, donc en gros, un usage, ce serait de s'en servir comme support à la prise de décision. Et donc, ça nous permet d'augmenter nos capacités. Mais c'est quand même l'humain qui reste décisionnaire à la fin. Un autre moyen d'utiliser un agent conversationnel, bah, c'est de se débrouiller pour arriver à lui donner des instructions qui spécifient un problème qu'on a besoin de résoudre. Et là, on ne veut pas simplement qu'il nous donne des suggestions sur comment résoudre ce problème, on veut qu'il nous donne la réponse au problème. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on veut qu'il automatise la résolution d'une tâche, quoi. Voilà, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Encore une fois, je pense que les différents cas d'usage qu'on verra cet après-midi montreront ce qu'on peut faire concrètement et dans quelle mesure ça marche ou ça ne marche pas. Bon, mes étudiants, ils adorent ce cas d'usage. Voilà. L'agent peut écrire un programme informatique. Ça, forcément, ils adorent. Et donc, sur le chemin, depuis Lyon, on en parlait, ce phénomène de vibe coding là, qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. En fait, les étudiants font écrire du code à un agent conversationnel, ils ne le lisent pas, ils l'exécutent, ils admettent la réponse et voilà, ils ont traité l'exercice. Ils font vraiment une confiance aveugle au système et donc vraiment, ils ne s'en servent pas pour augmenter leur capacité, ils s'en servent vraiment pour automatiser le traitement de l'exercice. Ils ne cherchent pas à comprendre ce qui a été fait. Bon, donc ça, c'est un mauvais cas d'usage, mais il y a des bons cas d'usage aussi, bien sûr. Voilà. Alors, donc comme je vous le disais, le but de l'exposé, c'est que je vous explique déjà ce que c'est qu'un grand modèle de langue, comment on le définit, comment est-ce qu'on estime ses paramètres, et en plus de ça, j'illustrerai avec un modèle de langue spécifique qui est GPT-3. Comme ça, tout à l'heure, quand je passerai à la partie création d'un agent conversationnel, bah, je pourrais parler de ChatGPT, qui est en fait la première version de ChatGPT, celle de novembre 2022 ou 2023, qui découle en fait de GPT-3. Voilà. Alors, donc je reprends ce que je disais au tout début quand j'ai tenté de synthétiser en une slide ce qu'était qu'un modèle de langue. Notre objectif, donc, c'est vraiment de modéliser la loi conditionnelle du prochain token, sachant les tokens précédents. Exactement, c'est cette proba conditionnelle qu'on cherche à mesurer. T1, T2, Tn, donc c'est les n premiers tokens qui composent notre texte. En fait, ici, on parle de tokens et non pas de mots parce que dans un texte, il n'y a pas uniquement des mots, il y a aussi la ponctuation. Et en réalité, pour contraindre la taille du vocabulaire que va manipuler le modèle de langue, on ne va pas se restreindre à découper le texte en mots entiers. On va aussi s'autoriser à découper le texte en morceaux de mots. Typiquement, en français, ça permet d'économiser beaucoup de mots dans le vocabulaire si on pense au verbe conjugué. Il suffit d'avoir en fait d'abord la racine du verbe et ensuite on a un deuxième token qui correspond à la conjugaison, par exemple. Voilà. Ça évite de démultiplier le nombre de tokens à avoir dans le vocabulaire et donc ça limitera tout à l'heure le nombre de paramètres dans notre réseau de neurones. Voilà. Et donc notre but, c'est sachant les n premiers tokens, estimer la loi sur le token n plus 1, le prochain. Et donc, on voit le texte comme un processus stochastique, autorégressif. Et si on est capable de mesurer ça, alors on peut générer du texte. Et comment on fait? En fait, séquentiellement, on échantillonne les mots. Voilà, un à un. Donc, on part avec un contexte vide. En fait, ce qu'on fait quand on veut vraiment commencer ex nihilo à écrire du texte, on a ici dans le conditionnement un token qui est un token spécial qui dit début. Et puis, ensuite, mot à mot, on va voilà, échantillonner, enfin, pas mot à mot, pardon. Étape par étape, on va échantillonner le prochain token, et puis chaque token qu'on échantillonne rentre dans le conditionnement des prochains tirages. Voilà. En pratique, si le modèle de langue, on l'utilise ensuite pour avoir un assistant conversationnel qui doit répondre quasiment en temps réel
plutôt répondre avec une très faible latence, on va avoir recours à des techniques d'échantillonnage extrêmement rudimentaires. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe K, ce qui signifie qu'on va garder uniquement les K tokens les plus probables pour la prochaine position, et en fait renormaliser la distribution uniquement sur les K tokens les plus probables, et ensuite on pioche un token parmi ceux-là. Et donc là, c'est de l'ordre de la dizaine ou de la centaine en général. Mais historiquement, ce n'était pas comme ça qu'on fonctionnait. On fonctionnait plutôt par recherche en faisceau. Ça, c'est beaucoup plus coûteux. En fait, on recherche de manière approximative la meilleure combinaison de tokens. En fait, on explore avec un graphe en fait, qu'on élague au fur et à mesure quelles seraient les meilleures trajectoires dans l'espace des tokens pour compléter un texte. Ça devient déterministe une fois qu'on a fixé la largeur de faisceau, mais c'est plus coûteux. Donc, voilà, pour ChatGPT, ce ne serait pas possible d'avoir des temps de réponse dans un temps satisfaisant, et en plus, ça aurait un impact matériel trop important parce que ce serait aussi trop coûteux en calcul. Mais il y a quand même des cas où ça reste important de fonctionner comme ça, par exemple en traduction. Si on veut avoir une bonne traduction qui sera fidèle au texte de départ, il vaut mieux avoir recours à une recherche à faisceau que ce qu'on fait avec les assistants conversationnels qui font juste de l'échantillonnage simple. On jamais les choses à l'inverse, c'est-à-dire sachant les mots suivants, je prédis le mot précédent, une fois que j'ai fait toute la prédiction. Et revenir à l'inverse pour corriger un peu les erreurs potentielles. Je vois. Alors, c'est une remarque extrêmement intéressante. D'un point de vue purement technique, comme on a une contrainte de latence dans les temps de réponse, ce ne serait pas possible, d'autant plus que quand vous voyez en fait les mots qui apparaissent au fur et à mesure sur votre écran, pour autant que je sache, en fait, c'est pas simulé. On pourrait imaginer qu'en fait, c'est simulé pour donner l'impression qu'il écrit vraiment, mais en réalité, il a déjà tout le texte et simplement, il nous l'écrit au fur et à mesure pour faire un effet. Mais pour autant que je sache, en fait, vraiment, les mots, quand ils apparaissent, c'est parce qu'il vient juste d'être calculé. Hein. Il ne connaît pas à l'avance ce qu'il va écrire. Et donc, s'il nous écrit tout ça, et puis qu'à la fin, il se corrige, voilà, d'un point de vue, je veux dire, produit, ça irait pas. Maintenant, effectivement, ce serait intéressant d'avoir une espèce, soit une fonction qui soit un peu, comment dire, objective, qui soit capable de fonctionner dans les deux sens, ou alors d'avoir un deuxième système. On pourrait imaginer un modèle de langue auxiliaire beaucoup plus petit qui soit capable de relire pour un coût minime le texte et de le corriger. Ouais. J'ai pas connaissance de travaux sur ce sujet-là, mais encore une fois, je dis pas du tout que ça n'existe pas, c'est simplement que ça fait pas partie de ce que je connais. Oui. C'est par rapport à l'échantillonnage en tant que cas. Ouais. Comment on fait pour définir un nombre de cas d'échantillons à prendre pour justement choisir le meilleur? Oui. Pourquoi pas, comme c'est basé sur des probabilités, prendre justement le mot le plus probable, qui a la plus grande probabilité? Ah oui, alors, si on prend le mot le plus probable, ça revient à fixer K égale 1. Voilà. Tout simplement, c'est que si on prend K strictement supérieur à 1, on a un côté stochastique dans la génération du texte, et ça permet à l'utilisateur, s'il n'est pas satisfait de la réponse, de lui dire, répond une nouvelle fois, et il va lui répondre potentiellement quelque chose d'autre. Si on se fixe à top 1 et qu'on a une réponse pas satisfaisante, je me mets à la place d'une société qui opère un tel chatbot, c'est peut-être problématique de se dire, je laisse un client qui n'est pas satisfait de la réponse. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'en pratique, ChatGPT, ou n'importe, je dis tout le temps ChatGPT, mais ça peut être n'importe quel assistant, il peut se contredire à n'importe quel moment. On peut lui poser plusieurs fois la même question. Et en fait, si le premier token le plus probable avec une probabilité, disons, de 0,51, c'est oui, et le deuxième, c'est non avec 0,49, en gros, on a quasiment une chance sur deux qu'à un moment, ils disent oui, vous avez raison, ou non, vous avez tort quand il répond à vos questions. Mais donc, ça lui permet d'être un peu créatif et de répondre des choses différentes à chaque fois. Donc, c'est ça l'intérêt de ne pas prendre un cas trop petit. Voilà. L'intérêt aussi de ne pas prendre un cas trop grand, en fait, c'est de contraindre l'échantillonnage à tirer quand même que des mots qui... Alors, il y a l'échantillonnage top K, il y a une variante assez proche qui consiste à fixer un seuil sur la proba minimale. Voilà. Le but, c'est juste d'éviter qu'à un moment, il pioche un mot qui a une probabilité infinitésimale, qui n'a rien à faire là, qui peut potentiellement donner lieu à une réponse potentiellement en plus que mauvaise, mais peut-être pas acceptable, genre pas éthique, parce que il case un mot qui n'a rien à voir. Voilà. Ça répond à la question. Alors, il y avait deux questions. C'est un processus qui est un peu récursif.
C'est-à-dire qu'on prend un mot, on génère le prochain, puis on regroupe le mot et on génère le prochain. Exactement. Et je me demande par rapport à la condition d'arrêt, quand est-ce qu'on arrête de générer, de Oui. dire c'est bon qu'on a fini de... Oui, c'est une excellente remarque. Alors, au même titre que quand on génère le tout premier token, alors si c'est un chatbot, en fait, le chatbot, il génère jamais avec ici un conditionnement vide, parce que là, à minima, il y a votre prompt. Okay. Mais si on imagine, si on se place dans le cas d'un modèle de langue voilà, simple, il y a bien un moment où il faut qu'il prédise le premier mot, et comme je disais, on lui donne dans le conditionnement un token qui lui dit début. Comme ça, il sait qu'il n'y a rien qui précède. Et en fait, pendant la phase d'entraînement, on l'apprend aussi à prédire dans son vocabulaire, il a un token fin. Donc, quand est-ce qu'il s'arrête le processus récursif d'échantillonnage? Quand on pioche enfin le token qui dit fin, simplement. Il apprend lui-même à prédire quand on s'arrête. Voilà. Voilà. Comme je le disais, un réseau de neurones, c'est conçu pour repérer sur des vecteurs. Les réseaux de neurones usuels, même, ils supposent que les vecteurs se trouvent dans un espace euclidien. C'est le cas du genre de réseau de neurones qu'on va exploiter pour mettre au point nos grands modèles de langue. Il y en a certains qui opèrent dans d'autres genres d'espaces, mais ici, on travaille dans le domaine euclidien. L'idée, c'est quoi? Donc, en entrée, on a du texte. C'est quelque chose que, naturellement, un réseau de neurones ne va pas pouvoir manipuler. Eh ben, l'idée, c'est que on demande au réseau de neurones, en fait, dans cette toute première couche, d'apprendre un espace vectoriel dans lequel il va pouvoir représenter le vocabulaire. On recherche en fait un mapping entre chacun des tokens du vocabulaire et des coordonnées dans cet espace vectoriel-là. Et cet espace vectoriel, dans l'idée, il faudrait que les distances qu'on va pouvoir mesurer entre les vecteurs, elles reflètent notamment la proximité sémantique entre les tokens. Mais pas que. Il faudrait, pour que le réseau de neurones puisse faire des calculs pertinents sur ces vecteurs-là, que cet espace il capture d'autres régularités linguistiques, par exemple voilà, des structures syntaxiques qu'on arriverait à retrouver sous forme, dans l'idéal, d'opérations linéaires dans cet espace vectoriel, tout un tas de régularités sémantiques, de relations conceptuelles entre les termes. Je vais vous montrer un petit exemple dans un instant. Donc voilà, un grand modèle de langue basé sur un réseau de neurones profond. Ce qu'il commence par faire dans sa toute première couche, c'est trouver comment représenter les tokens qui composent notre langue dans un espace vectoriel. À partir de là, dans les couches suivantes, finalement, le texte qui conditionne là, notre proba, ça devient une séquence de vecteurs, du coup, okay, puisque chacun des tokens dans le conditionnement a été transformé en son vecteur. Voilà. Et là, le but du réseau, ensuite, ça va être de faire des calculs, en gros, pour contextualiser, pour mélanger les vecteurs entre eux, pour faire ressortir le sens global du discours qui est donné dans le conditionnement. Voilà. Vous le verrez tout à l'heure, l'architecture du réseau de neurones sur lequel se base notre grand modèle de langue, par nature, il est insensible, il est invariant à la position des vecteurs en entrée. Donc, ce qui est un gros problème, parce qu'évidemment, en français, vous voyez bien que si on inverse certains mots dans une phrase, on peut complètement changer le sens de la phrase. Et donc, en fait, on va devoir compléter les représentations vectorielles des tokens avec des représentations vectorielles des positions, de sorte à ce que le modèle, plus tard, donc, il soit capable de faire des opérations sur ces vecteurs de position, notamment pour qu'il puisse estimer la position absolue des tokens dans la séquence et qu'il puisse aussi estimer la position des tokens les uns par rapport aux autres, donc la distance qu'il y a entre les tokens. Pour que ce soit un petit peu visuel, je vous montre un TP que je traite avec mes étudiants de M2. Là, on va voir un petit peu ce qu'on peut espérer trouver dans ces représentations vectorielles des tokens. Mais par contre, les représentations vectorielles sur lesquelles je me base, c'est des représentations vectorielles non pas obtenues par le type de réseau de neurones que je vais décrire après, mais par des moyens un petit peu plus anciens qui datent plutôt du milieu des années 2010. Mais dans l'esprit, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on espère trouver aussi dans les vecteurs qu'il y a dans les réseaux modernes. Donc voilà, très concrètement, si ça ne vous parlait pas jusqu'à présent, un token pour le réseau de neurones, ce sont des coordonnées comme ça, dans un espace en grande dimension. Typiquement, dans les grands modèles de langue, quand je dis que c'est un espace en grande dimension, c'est un espace qui va jusqu'à plusieurs milliers de dimensions. C'est vraiment un espace de très grande dimension.
Ah, donc là, ce que vous voyez, c'est tout simplement le vecteur qui décrit le mot le plus fréquent sur Wikipédia. Et je crois que c'est le symbole de ponctuation point, en fait. Donc voilà, j'explique que typiquement, on pourrait regarder l'angle entre les vecteurs pour essayer de quantifier à quel point ils désignent des choses similaires ou pas. Et on peut s'amuser à faire des petits calculs dessus. Donc là, vous voyez, si je zoome un petit peu, vous verrez mieux, que ça nous permet, par exemple, de trouver quels sont les mots qui ont des sens proches dans l'espace. Et si je lui donne astronaute, on voit qu'en fait, finalement, il nous donne, en fonction des différentes parties du globe, le terme qui désigne la même chose. Donc, astronaute, c'est le terme français. Spationaute, c'est le terme américain. Cosmonaute, c'est plutôt le terme à l'époque de l'URSS. Oui. Donc, simplement, en réalisant des calculs de distance dans cet espace vectoriel, on arrive à trouver des choses qui sont liées à notre lecture sémantique de la langue. Puis quand je parlais des structures qu'on peut imaginer trouver, d'espèces de sous-structures qu'on aimerait trouver dans cet espace-là, là, je vous montre une petite visualisation. Alors, j'ai choisi exprès des capitales et les pays qui correspondent à ces capitales-là, de sorte à pouvoir visualiser dans le plan les vecteurs. On a tout simplement fait une ACP. Hein. Donc là, je projette les vecteurs pour ces tokens-là dans le premier plan factoriel. Okay. Donc, chaque point, là, les petits points bleus, ne regardez pas les segments pour l'instant, ça décrit en fait les coordonnées projetées en 2D des différents tokens. Alors, chose intéressante, on voit que là, les deux pays asiatiques en haut à gauche se retrouvent proches. Les deux pays d'Europe de l'Ouest, ici, pareil, et puis pareil pour des pays d'Amérique centrale. Alors, ce n'est pas du tout le but, et je ne dis pas que l'espace vectoriel dans lequel on a appris à représenter les tokens est une bonne approximation de la géographie terrestre. Hein. Mais ce qui est intriguant, c'est que si vous passez votre doigt comme ça, parallèlement à l'axe horizontal, vous allez en fait rencontrer les pays dans le même ordre selon lequel vous les rencontreriez si vous survoliez le globe. Donc, on a préservé, par exemple, cette info géographique. Vous voyez, ce n'est pas que le sens qu'on capte pendant l'entraînement, c'est aussi plein d'autres informations. Et donc, les petits segments, ils servent à quoi? Simplement, les segments, ils relient à chaque fois le vecteur capital, ou l'inverse plutôt, le vecteur pays ici en haut, à son vecteur capital. Okay. Ce qu'on constate, donc là, c'est très approximatif, mais rappelez-vous qu'on est dans une projection linéaire en 2D. Mais finalement, c'est à peu près la même translation qu'on fait d'un point vers l'autre, c'est à peu près la même direction et à peu près la même magnitude de déplacement. Et en fait, on a l'impression que là, dans la différence vectorielle qu'on pourrait faire entre un pays et sa capitale, le vecteur qui résulte de cette différence-là, il encode la notion de la capitale d'un pays. Et donc, ça, on peut voilà, essayer de confirmer de manière triviale l'intuition. Ça, c'est quelques exemples. On calcule finalement la différence vectorielle moyenne ici. Et puis, une fois qu'on a ce vecteur moyen, on peut tenter d'ajouter ce vecteur-là à de nouveaux noms de pays. Puis, voilà, vous voyez, quand on teste en dessous, ça marche à peu près. Voilà. Je vous demande quel est pays la capitale de l'Uruguay, il répond dans tes vidéos, etc. Et qu'est-ce qui explique que ça suit le globe, alors les pays là? Qu'est-ce qui... Alors là, en l'occurrence, les vecteurs que je présente, ils ont été calculés à partir d'un corpus très spécifique qui est Wikipédia. Et donc sur Wikipédia, ça regorge d'articles de géographie où on doit mentionner voilà, les positions relatives des pays. Voilà. Donc il a appris, voilà. Et globalement, en fait, c'est basé sur la concurrence entre les tokens, la proximité dans le texte. Et puis pour conclure sur cette partie-là, une autre petite chose, mais qui permet de voir, d'avoir l'intuition de l'ampleur des concepts qu'on peut essayer de capturer entre les tokens. Là, on essaye simplement, on formule une analogie entre 4 termes comme une équation en fonction de nos vecteurs. En gros, on lui dit, voilà, si c'est l'analogie l'homme est au roi ce que la femme est à la reine, vectoriellement, ça se traduit par l'équation vecteur homme plus vecteur roi égale le vecteur femme plus vecteur, enfin vecteur homme moins vecteur roi égale le vecteur femme moins vecteur reine. Donc, on s'amuse à essayer de résoudre une analogie en donnant que 3 des 4 termes, et puis on voit si on le trouve. Et donc, là, je vous mets quelques exemples, dont certains m'ont été suggérés par mes étudiants en TP. C'est le dernier, en fait. Mais comme je trouve qu'il est mignon, je l'ai laissé. Alors là, ça veut dire que d'après Wikipédia, on a appris, alors, et on parlera de biais tout à l'heure avec la présentation d'Antoine, hein, le corpus sur lequel on va entraîner ces systèmes-là peut éventuellement
induire des biais ensuite dans notre représentation de la langue. Là, on voit que conceptuellement, en fait, on a associé l'homme à la malbouffe et plutôt la femme à une nourriture sophistiquée, quoi. On dit si l'homme est au kebab, parce que la femme est à, et là, ça nous prédit la pâtisserie. Mais sinon, ce qui est intéressant aussi, vous voyez que là, si on lui dit voiture au singulier, ta voiture au pluriel, ce que le camion singulier est à, on a bien camion au pluriel. Donc là, on a capturé le concept de pluriel. Voilà, là, on a l'aspect en fait colorimétrique du ciel. Si le ciel est bleu, le feu est de quelle couleur? Rouge. Voilà, vous voyez que finalement, et d'ailleurs, c'est un algorithme très très simple. On arrive à capter plein de choses dans cet espace vectoriel. A priori, on se dit ça va être compliqué de représenter quelque chose d'aussi compliqué que le sens des mots dans un espace vectoriel. Et finalement, vous voyez quand même qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Les derniers, grand est à petit, ce que haut est à. Effectivement, on a le concept d'antagonisme qui semble avoir été capturé linéairement. Et tout ça, c'est que des différences entre vecteurs. C'est une opération linéaire. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, je reprends. Mon réseau de neurones, il reçoit en entrée une séquence de tokens, de n tokens, T1, T2 jusqu'à Tn. Et son but, c'est d'estimer la loi conditionnelle de grand T n plus 1, sachant que c'est n premiers tokens. Première chose qu'il fait, c'est que ces tokens-là, il les remplace par les vecteurs qui leur correspondent dans ce qu'on appelle sa couche d'embedding. Une fois qu'il a fait ça, c'est là où arrive la fameuse architecture transformer. Je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails parce que ce n'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu bourratif, on va dire. Alors, sur le schéma là, que j'ai pris je vous recommande cette ressource qui est nouvelle d'ailleurs, qui s'appelle An Overview of Large Language Models for Statisticians. Ça a été publié il y a à peu près 3 semaines sur Archive. C'est très complet et c'est bien écrit. Le réseau de neurones, il se lit du bas vers le haut. Okay, l'entrée du réseau de neurones, c'est la petite plaque qui est tout en bas à gauche qui dit Input Embedding. Et en fait, justement, ça, c'est la séquence de tokens qui a été transformée en la séquence de vecteurs. C'est ça les embeddings. Okay, ici, alors je zoome parce qu'on ne voit pas grand-chose, parce que j'ai plus de souris. J'ai perdu ma souris. Bon, voilà. Donc ici, on a la séquence de représentation vectorielle du sens des tokens. Ici, le petit symbole là, que vous voyez, qui est l'intermédiaire avant qu'on passe à la grande plaque qui se répète L fois, ça indique qu'on va sommer les représentations des positions des tokens avec les représentations du sens des tokens. On somme les deux. C'est comme ça qu'on se débrouille pour communiquer les deux informations au réseau de neurones. Et ensuite, il y a 2 grandes étapes. Il y a une première étape qu'on appelle l'auto-attention multitête. En particulier ici, c'est un transformer qu'on dit décodeur, en fait, qui est prévu spécialement pour générer du texte, parce qu'il y a aussi la variante encodeur, j'en parlerai tout à l'heure. Les deux sont extrêmement proches, surtout quand on s'en sert en fait indépendamment, parce que l'architecture de base du transformer, en réalité, est un encodeur-décodeur, où en fait, on a 2 réseaux qui collaborent pour traiter une entrée et produire une sortie, mais récemment, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé les 2 morceaux, on utilise soit que l'encodeur, soit que le décodeur en général. Même si, en vérité, il y aurait plein de très bonnes raisons de continuer à utiliser surtout des encodeurs-décodeurs. Voilà. Le principal défaut, c'est que c'est un petit peu coûteux, par contre. Excuse-moi, Adrien, on a une question dans le chat qui est peut-il gérer des données quantitatives? Ah oui, alors effectivement, je ne l'ai pas laissé entendre quand je parlais du vocabulaire, mais dans le vocabulaire, on a aussi... et en fait, le vocabulaire, ce n'est pas un vocabulaire qui est créé de manière experte. Par exemple, on va prendre les mots du dictionnaire d'une langue, où on demande à un expert d'énoncer quel serait le meilleur vocabulaire possible. Le vocabulaire, il est calculé à partir du corpus d'entraînement. Et comme je vous le disais, le vocabulaire n'est pas uniquement composé de mots entiers, ça peut être aussi des morceaux de mots. Et donc, parmi tout ce que l'algorithme qui a pour but de calculer le vocabulaire va détecter, il y aura forcément les chiffres et les nombres. Voilà. Et on ne pose aucune contrainte là-dessus. Et en fait, on prend, j'expliquerai quel est le corpus qui a été utilisé pour GPT-3, mais on prend notre corpus de pré-entraînement et on trouve quel est le plus petit vocabulaire possible qui permet de représenter tout les symboles qu'on a trouvés dans le corpus. Donc, le vocabulaire, il est exhaustif si on considère que le corpus qu'on utilise représente toutes les combinaisons de symboles qu'on pourrait utiliser dans un mot. Voilà.
Et donc, voilà, si à un moment on écrit j'ai commencé mon exposé à 10 heures, et ben, il y aura peut-être un token pour 10. Voilà. Et on peut même tenter de lui faire résoudre des calculs mathématiques. Ça marche en général pas très bien. Voilà, au même titre que, et en fait ça s'explique, hein, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, je reviendrai peut-être tout à l'heure dessus. Voilà, donc ici on a une séquence de vecteurs qui combine à la fois le sens des tokens et leur position dans la séquence. Ça passe à travers une première couche qu'on appelle l'auto-attention. Et très simplement, le but de l'auto-attention, c'est d'apprendre une moyenne pondérée des tokens. En fait, pour chaque vecteur dans cette séquence-là, l'auto-attention a pour but de décider comment moyenner ce vecteur-là avec tous les autres vecteurs pour en fait rapatrier l'information qui caractérise pleinement ce que veut dire ce token à cet endroit-là à partir des autres tokens. On peut penser par exemple à des tâches élémentaires en langue et on peut en plus identifier dans le réseau de neurones, parce que des mécanismes d'auto-attention multitête dans le réseau de neurones, vous voyez là, on dit fois L, on en a plein. C'est répété à plein de fois dans le réseau de neurones, et le fait aussi que ce soit multitête, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une couche, on le fait aussi plusieurs fois en parallèle. Okay, le L fois veut dire qu'on répète séquentiellement plusieurs fois ces traitements, et le fait ici que l'auto-attention soit multitête, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un bloc, on le fait plusieurs fois indépendamment en parallèle. Okay, et on peut cibler ce que font certaines des têtes d'auto-attention. Et typiquement, on va trouver qu'il y a une ou quelques têtes d'auto-attention qui sont spécialisées dans la résolution de ce qu'on appelle la coréférence. On désigne un objet ou une personne dans un texte, et puis après, à l'aide d'un pronom, on se réfère à nouveau à cette personne ou à cet objet. Si vous prenez la représentation vectorielle initiale du pronom « il » dans un texte donné, si vous en restez à la définition générale du pronom « il », ça ne va pas vous renseigner sur ce qu'on désigne précisément dans ce texte par le pronom « il ». Le but de l'auto-attention et de la tête qui va faire la résolution de la coréférence, c'est en gros de moyenner avec un coefficient très important la personne, le token qui correspond à la personne ou à l'objet qui est désigné justement par ce pronom. Voilà. On va aussi tenter de mélanger, par exemple, un verbe avec son sujet, etc., pour savoir si, par exemple, le sujet est féminin ou masculin. Et donc, on adapte la représentation du verbe pour savoir voilà. Tout un tas de trucs comme ça. Donc, le but de l'auto-attention, c'est de calculer une moyenne pondérée des tokens qu'elle a reçus en entrée. Et derrière, la couche feed-forward, ça, c'est en fait simplement, finalement, un réseau de neurones à une couche cachée. Autrement dit, un réseau de neurones à deux couches. Ce que ça fait, c'est que ça va, premièrement, en gros, dilater l'espace de représentation. On va projeter la séquence de vecteurs qui sort de l'auto-attention dans un nouvel espace de dimension 4 fois plus grande. Empiriquement, on a trouvé que le x4, c'était une bonne constante. Donc, dans tous les modèles, ça n'a jamais bougé depuis l'origine, c'est tout un x4. C'est un réseau non linéaire, donc on applique à ces nouvelles représentations en 4 fois plus grande dimension une fonction d'activation non linéaire, c'est relu ou invariante. Donc typiquement, en gros, on va un peu sparsifier les vecteurs, on va introduire beaucoup de zéros, et la deuxième couche du réseau va reprojeter dans la dimension originale, donc on va rediviser par 4 la dimension des vecteurs. Ça, a priori, au début, c'était un peu survolé, on se disait, en fait, tout le génie des modèles de langue se trouve dans la partie auto-attention multitête. Et récemment, il y a eu des résultats qui montrent qu'en fait, cette partie-là est autant importante, et en fait, elle opère un filtre conceptuel sur les tokens. Et donc, dans un bloc, là je prends l'exemple qui est mentionné dans le papier de 2022 qui décrit ça, ils expliquent qu'ils ont trouvé qu'il y avait un de ces réseaux-là qui filtrait pour augmenter l'aspect petit déjeuner dans les vecteurs. Et donc, ils montrent l'exemple, et en gros, voilà, ils disent tout ce qui se rapporte au petit déjeuner est amplifié dans la représentation vectorielle en sortie, et le reste est gommé. Donc voilà, en plus ici d'avoir la spécialisation de l'auto-attention sur moyenner pour résoudre une certaine tâche linguistique, derrière on a aussi un autre réseau qui lui ensuite conceptuellement va filtrer ou pas certains aspects des vecteurs. Voilà. Ça on le répète un grand nombre de fois, typiquement si on parle de GPT-3, on parle de centaines de répétitions de cette couche-là. Donc c'est un réseau qui a plusieurs centaines de couches de profondeur, sachant qu'en fait dans ce bloc-là, il y a déjà plusieurs couches. Okay, et ici, en général, on a plusieurs dizaines de têtes en parallèle, dont les résultats sont réconciliés ici, là, au milieu, avant la normalisation. Et ça, la normalisation, c'est quelque chose qui est classique dans tous les réseaux de neurones profonds modernes. Ça vise en fait voilà, à normaliser les batchs
de données qu'on va traiter pour en fait stabiliser notamment la procédure d'estimation des paramètres. Particularité importante, s'agissant d'un décodeur, qui est ce qu'on utilise dans GPT-3, l'auto-attention, elle n'est pas bidirectionnelle. Un token donné, il ne va pas se moyenner avec lui-même plus les tokens d'avant et les tokens d'après. Il ne se moyenne qu'avec les tokens qui le précèdent. Alors que si on parlait de l'architecture encodeur, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, là, c'est bidirectionnel. Et c'est pour ça qu'en général, et c'est en fait des résultats, en partie un de mes doctorants qui montre ça à travers ses travaux, les réseaux transformeurs encodeurs ont des capacités sémantiques plus importantes que les réseaux décodeurs, qui sont ceux qu'on utilise actuellement pour les chatbots. Voilà. Et on suggère que ça vient notamment du masquage de l'auto-attention dans le décodeur qui dégrade la performance sémantique. Bon, vu le temps qui passe, je ne vais pas insister trop là-dessus. De toute manière, bon, j'imagine que je partagerai les diapos à l'issue de ma présentation si les gens veulent regarder. Mais enfin bon, l'auto-attention, en fait, c'est relativement simple. Donc, en entrée, on a quoi? On a une séquence de représentation vectorielle des tokens qui composent un texte. L'idée, c'est de considérer 3 nouvelles manières de représenter chacun des tokens. Ces nouvelles manières de représenter les tokens sont en fait des projections linéaires qu'on va apprendre à l'intérieur de chaque tête d'auto-attention. On a une projection en requête, query en anglais, une projection en clé, keys en anglais, et valeur, donc value, donc d'où QKV. J'ai fait exprès de garder les notations de la diapo d'avant, là. Donc H, c'est quoi? H, c'est la séquence qui est reçue en entrée de l'auto-attention. Dans ce graphique-là, c'est ce qu'on voit dans la petite plaque en bas à droite. Ce que vous avez en bas, c'est l'entrée. Et ensuite, la nouvelle série de petits carrés roses, c'est la sortie. Donc en fait, chaque token H, là, en bas, on va le projeter linéairement, tout simplement par un produit matriciel avec les matrices QKV, qui sont des paramètres libres, estimés pendant le pré-entraînement. Et ensuite, on va mesurer l'intensité de l'attention entre chaque paire de tokens d'après la représentation comme requête d'un côté et la représentation comme clé de l'autre. Voilà. Ça va nous donner une matrice carrée, donc une matrice réelle carrée qui nous dit en fait, quelle est l'importance de chaque token vis-à-vis de chaque autre token plus tard dans nos moyennes pondérées. Et on va en prendre un softmax de sorte à ce que A devienne une matrice stochastique en ligne pour pouvoir faire des moyennes pondérées correctes, token à token. Voilà. Et une fois donc qu'on a les coefficients finalement de nos moyennes, ce qu'on va moyenner, ce n'est pas les représentations d'entrée de la couche H, mais c'est la 3e nouvelle représentation qu'on n'avait pas utilisée, qui sont les représentations en valeur. Donc ici, je dis que H', la sortie, c'est donc VH fois A, qui est donc cette matrice stochastique qui nous donne les coefficients pour les moyennes. Ouais. Donc, une question sur la partie codage de base. Est-ce que dans le codage des premières, est-ce que le codage des premières couches code les mots du langage courant, porte, homme, en une zone A de l'espace, et les mots techniques, dérivés partiels, libroniens, dans une zone B qui sont bien disjointes, et même peut-être loin l'une de l'autre? Ok, alors oui, c'est une excellente question. Dont la réponse est en fait assez complexe, et la complexité de la réponse découle de la structure même du réseau de neurones qu'on va apprendre. Ah, quoique la question portait spécifiquement sur les représentations de base, donc au tout début, pas les représentations intermédiaires qu'on calcule dans les couches cachées. Alors ça a été étudié, et effectivement, on peut partitionner l'espace de représentation de départ et identifier des zones plus ou moins homogènes qui se réfèrent à différents niveaux de langage, par exemple. Et le langage technique mathématique, a priori, on le trouverait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines dimensions qui sont spécialisées. Et en fait, en fonction des parties du langage qu'on explore, ce ne sont pas les mêmes dimensions qui sont activées ou pas en réalité. Voilà. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est humainement lisible. Et en fait, c'est plutôt des combinaisons linéaires de différentes dimensions qu'il faudrait inspecter pour détecter cette homogénéité. C'est pas une dimension dont on peut dire ah bah ça c'est la dimension qui se rapporte à l'algèbre linéaire, quoi. Voilà. Alors voilà, donc je passe là-dessus.
Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est un réseau de neurones très profond qui, d'abord, va transformer le texte en une séquence de vecteurs et qui ensuite va passer son temps à remélanger plein de manières différentes, à la fois en parallèle et consécutivement, ces vecteurs-là, de sorte globalement à contextualiser le sens des différents tokens, jusqu'à la fin, pouvoir passer à la toute dernière phase, où tout simplement, on va prendre la représentation du dernier token, et ici, on a une couche linéaire, et en fait, c'est quoi? C'est un classifieur qui projette la représentation vectorielle du dernier token du conditionnement sur le vocabulaire. Voilà. Ici, on a à la fin un classifieur linéaire qui reçoit en entrée un seul vecteur. Il ne prend pas du tout toute la séquence, il prend que le dernier vecteur, celui du dernier token, et à partir de ce vecteur-là, il estime la distribution de probabilité sur le vocabulaire. Et donc là, ça y est, vous avez votre réseau de neurones, une fois que vous aurez estimé ces paramètres, qui vous permet de calculer ça comme bon vous semble. Voilà. Dans le cas de GPT-3, combien ça nous donne de paramètres? Ça fait 175 milliards de paramètres. Aujourd'hui, c'est considéré comme un petit LLM dans le monde des assistants, des agents conversationnels. Voilà. On ne connaît pas les tailles exactes des modèles actuels, des GPT actuels, là, mais je ne crois pas me tromper en disant que, apparemment, on estime que GPT 4.5 qui vient de sortir à 7 milliards de paramètres. 7 milliards. 7 000 milliards. 7 000 milliards. Voilà. Donc, finalement, 115 milliards, c'est un ordre en dessous de ça, donc c'est maintenant considéré comme petit. Les paramètres, il y en a beaucoup déjà juste au niveau de la couche de représentation des tokens, hein, parce que comme on est à quelque chose comme 1536 en dimension de représentation, vous avez déjà 30 000 fois 1536 paramètres à estimer ici. Et puis après, à l'intérieur du bloc encodeur, et pareil pour les positions, et à l'intérieur de chaque bloc encodeur, comme chaque tête d'attention doit prendre ces trois projections-là, ces trois transformations linéaires, comme en plus on a plusieurs têtes et à la fin on va combiner le résultat des différentes têtes, on a une transformation linéaire additionnelle qu'on applique pour en quelque sorte réaligner le résultat des différentes têtes avant de concaténer le résultat. Et en dessous, on a à chaque fois les deux matrices qui caractérisent notre réseau à deux couches, autrement dit notre réseau à une couche cachée, en sortie du bloc encodeur. Voilà. Et aussi forcément le classifieur linéaire, qui donc en fait est un classifieur sur 30 000 modalités. Hein? Comment on fait pour estimer un nombre aussi fou de paramètres? Donc là, je vais vous expliquer globalement comment ils ont fait à OpenAI pour entraîner sur la base de ce qu'on sait. On n'a pas tous les détails, forcément. Il y a en partie du secret industriel. C'est de l'apprentissage qu'on dit auto-supervisé. C'est une manière un peu pompeuse de dire que c'est de l'apprentissage supervisé. Et la supervision, ce n'est pas un expert qui nous la donne, c'est qu'en fait, elle est déjà dans nos données. Et en fait, nos données, on les masque et on essaye de prédire ce qu'on a masqué. C'est pour ça que c'est auto-supervisé. Alors, bon, très clairement, quelles sont nos données? Le jeu de données qu'ils ont mis au point pour estimer les paramètres de GPT-3, c'est un corpus qui comporte approximativement 300 milliards de tokens. J'avais fait le calcul il y a longtemps, j'ai oublié, mais pour un être humain qui lit rapidement, c'est plusieurs millénaires de lecture non-stop. Donc c'est un gros corpus. D'où viennent ces tokens? Ils proviennent de textes tirés du web. Ces textes, ils ont été filtrés. On a choisi quel texte on retient et quel texte on exclut. Je vais expliquer comment ils ont fait. Ils sont aussi dédoublés. On essaye de ne pas avoir plusieurs copies du même texte dans le corpus. Et en plus de ce corpus tiré du web, ils ont aussi mis un dump de tout Wikipédia anglais, voilà, qui représente moins de 1% du jeu de données. L'objectif, c'est quoi? C'est prédire les mots un à un dans ce grand corpus, en fait, en démasquant les textes au fur et à mesure. Donc, finalement, le jeu de données, c'est quoi? C'est une grande collection de pages qu'on a tirées du web, et on prend les pages une à une, on masque tous les mots qu'il y a dans la page, et on lui demande de prédire le premier mot. Et ensuite, on compare ce qu'il a prédit avec la vérité terrain. Et en gros, on cherche à maximiser la log probabilité des mots qui ont été employés par les auteurs de ces pages. Et voilà, on part d'une page vierge. Et ensuite, mot à mot, on lui demande de prédire le prochain. Et à chaque fois, on lui donne le conditionnement avec les véritables mots qui avaient été écrits. Il ne se base pas sur ce que lui, il décode pendant l'entraînement. Voilà.
Voilà. Et derrière, c'est quoi comme algo? C'est de la descente, c'est une variante de la descente de gradient stochastique. Typiquement, voilà, c'est la descente de gradient stochastique avec Adam pour régulariser voilà, le pas d'apprentissage, en fait. Hein. C'est classique. Et par contre, là, c'est un vrai défi d'ingénierie pour paralléliser ça sur un cluster de GPU, etc. Et là, il y a un vrai. À l'époque, il y avait une réalisation technique qui était totalement inédite. C'était vraiment un exploit quasiment d'arriver à entraîner un réseau de si grande taille. Pour l'anecdote, ça vient de Bloom. Peut-être vous avez entendu parler de Bloom. C'était notamment porté par le CNRS. C'est un effort mondial de reproduire en fait GPT. C'était aux alentours de 2022-2023. De manière ouverte. Donc, ils ont documenté le corpus utilisé, ils ont documenté le code utilisé, et ils ont documenté l'entraînement. Et eux, ils expliquent que la rentabilité des GPU pendant l'entraînement, c'est uniquement 30%. Il n'y a que 30% du temps de calcul qui est viable, en fait. Pourquoi? Parce que les GPU, comme en fait, ça prend à peu près 6 mois pour faire ça, ils cassent avant la fin des calculs. Donc, si le GPU il casse, eh ben, tous les calculs qu'on n'avait pas intégrés entre le moment, voilà, la dernière sauvegarde et ce moment-là, c'est perdu. Il y a aussi des problèmes d'interférence magnétique, donc il y a des calculs qui sont erronés, qui sont repris, etc. Et donc au final, Bloom, là, quand ils ont entraîné ça sur le supercalculateur Jean Zé, ils ont estimé que sur les 6 mois, en fait, au final, il n'y a qu'un tiers du temps de calcul qui a été utile. Le reste du temps de calcul, il était perdu, en fait. Voilà. Donc techniquement parlant, c'est très, très, très compliqué. Et comment est déterminée la dimensionnalité du plan initial? Oui, c'est purement empirique. C'est purement empirique. Voilà, je ne peux pas approfondir plus que ça. Oui. Est-ce que le fait qu'on a bien distribué, oui. on ne va pas cracher du colis si on distribue et qu'on distribue nos quêtes? Oui. Je n'ai pas entendu le début de la question avec les travaux. Si moi, le GPU, il crachait. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que, ah oui, eux, ils ont travaillé sur quelque chose comme 10 000 ou 20 000 GPU. Et en fait, la charge de calcul est tellement intense que de toute façon, la durée de vie du GPU elle est inférieure au temps nécessaire pour entraîner le modèle. Donc de toute façon, les GPU, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Ils travaillent tous de manière coordonnée et régulièrement, ils doivent synchroniser les calculs qu'ils ont faits. Sauf que cette synchronisation-là, ça met en œuvre des mécanismes de communication qui sont très lents. Et en fait, à chaque fois qu'on s'arrête pour rassembler les calculs, on perd, je sais pas, 2 heures. Et donc, si on fait ça toutes les 10 minutes, en fait, les calculs, ils n'avancent pas. Donc, ils essayent d'espacer au maximum ces étapes-là. Et le problème, c'est que si on le fait une fois par jour, si le GPU il crache dans la journée, on perd une journée de calcul. Et si on a passé ces calculs à lui, il faut reprendre toute une partie. Et après, alors là, pour le coup, ça me dépasse complètement. Et je ne sais pas comment il compartimente, il cloisonne, mais voilà. Donc, il y a un compromis à trouver entre réconcilier fréquemment les résultats, mais pas trop, parce que sinon, ça n'avance pas. Mais en même temps, si on ne fait pas assez souvent, on perd trop de calculs, donc ça n'avance pas non plus. Donc, c'est vraiment compliqué. Hein. Voilà. Et puis, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un coût forcément économique de par la consommation électrique, de par la consommation du matériel, parce que du coup, le matériel, c'est du consommable. Le GPU, il est cuit, quoi, à la fin, on ne peut plus s'en servir. Mais il faut savoir que, bon, comme ça chauffe, il faut que ce soit refroidi. Souvent, c'est des systèmes à eau. Et l'eau, en général, ensuite, elle est rejetée dans la nature. Et le problème, c'est que l'eau, elle est soumise à de telles températures et à un tel, alors peut-être je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a un espèce de rayonnement magnétique qui est engendré par la consommation et le fait qu'il y ait beaucoup de systèmes concentrés, fait que ça ionise en partie l'eau. Et donc, quand l'eau, elle est rejetée, en fait, elle est polluée et ça altère vraiment l'environnement. Hein. Je n'aurai pas le temps de passer là-dessus, mais on pourrait longuement parler, en fait, de tout l'impact qu'a l'entraînement de ce genre de système. Alors, à la fin, on a quoi? On a un réseau de neurones qui est capable de compléter le texte qu'il reçoit en entrée. Et en fait, ça marche très bien. Le problème, c'est que si on veut s'en servir comme un assistant, par contre, ce n'est pas bon du tout. Parce que le cas d'usage typique pour un agent conversationnel, pour un assistant, c'est de pouvoir lui donner une instruction et qu'il réponde à cette instruction. Le problème, c'est que là, notre modèle de langue, on l'a entraîné essentiellement sur du texte tiré du web. Donc, c'est des critiques de films, c'est des discussions sur des forums, c'est des cours d'université. Et en fait, finalement, la part des conversations là-dedans, elle est minime. Donc, lui, quand on lui pose une question, et en fait, si vous faites l'essai, vous verrez, si vous lui posez une question, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous repose la même question, mais paraphrasée. Ou il vous pose des questions où il reprend le style de la question, mais il la met sur un sujet différent. Voilà.
Donc en fait, et c'est ça qu'on appelle du zéro shot. Quand on essaye d'obtenir un résultat de la part d'un modèle de langue qu'on peut prompter, on dit qu'on le prompte en zéro shot quand on lui donne juste l'instruction en langue naturelle de ce qu'on veut, et on espère d'ailleurs qu'il y réponde. Par exemple, on pourrait lui dire quelle est la meilleure manière de cuisiner des spaghettis bolognaise. Typiquement, ce qu'eux, ils ont constaté au OpenAI, et ça c'est documenté, il y a un très long rapport technique sur GPT-3, c'est qu'il est très mauvais. Et en fait, bah voilà, typiquement, au lieu de me donner la recette, il me dirait comment cuisiner des pâtes à la carbonara et comment cuisiner des pâtes au pesto. Voilà. En fait, il n'arrive pas à comprendre qu'il doit répondre à une instruction, parce qu'en fait, on ne l'a jamais entraîné à faire ça. Par contre, ce qu'ils ont constaté, c'est que si on commence à faire ce qu'on appelle un prompt en one-shot ou two-shot, ce modèle de langue, qui n'est toujours pas conçu à la base pour répondre à des instructions, bah, il arrive quand même à avoir des résultats plutôt satisfaisants. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est plus de formuler l'instruction en langue naturelle pour lui expliquer ce qu'on veut, c'est simplement de lui donner des exemples de ce qu'on veut. Donc, au lieu de lui donner, alors ce serait compliqué à faire, mais par exemple, si moi je veux une recette de bolognaise, au lieu de lui dire donne-moi une recette de bolognaise, je lui donne une recette de carbonara, et après je lui dis et maintenant la recette des bolognaises, et là il y a beaucoup plus de chances qu'effectivement là il me donne la recette des pâtes à la bolognaise. C'est ça, donc one shot, ça veut dire qu'on lui donne un exemple, et few shots, c'est qu'on lui donne autant d'exemples que possible. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que, alors c'est pas proportionnel, mais en tout cas, les performances, elles vont croître avec le nombre d'exemples qu'on met là-dedans. Et sur certaines tâches, ils ont montré que GPT-3, il arrive à dépasser des modèles, des réseaux de neurones spécialisés pour certaines tâches, par exemple pour la traduction. Ils arrivent à avoir de meilleurs résultats alors qu'il n'a jamais été conçu explicitement pour faire la traduction. Mais si on lui donne suffisamment d'exemples, il peut être meilleur que le meilleur réseau conçu spécifiquement pour la traduction. Mais par contre, pour un utilisateur lambda, ce n'est pas possible. Si sur ChatGPT, vous devriez à chaque fois lui donner des exemples pour qu'il réponde, vous en serviriez pas beaucoup. Donc, il va falloir remédier à ce problème de performance médiocre en zéro shot. Voilà. Dans des très grands espaces, les fonctions optimisées sont peu vraisemblablement convexes dans les paramètres que c'est. Oui, oui, alors ça, voilà, ça c'est un peu le paradoxe de ce que les informaticiens ont créé avec les réseaux de neurones profonds. Là, on est clairement sur des réseaux de neurones qui ne sont pas des réseaux de neurones linéaires. Néanmoins, les techniques d'optimisation les plus faciles à mettre en œuvre sont des techniques d'optimisation qui supposent que le problème d'optimisation qu'on cherche à résoudre derrière, lui, est convexe. Et que font les informaticiens? On prend une technique d'optimisation convexe pour résoudre un problème non convexe. Et voilà. Et a priori, ça ne devrait pas très bien marcher, d'où le fait que on ne va pas se contenter d'appliquer, par exemple, la descente de gradient stochastique classique. On va avoir recours à des variantes de cette technique-là, où en fait, on va régulariser la procédure pour en fait tenter d'éviter au maximum de converger rapidement vers une solution sous-optimale, vers un optimum local, et tenter de poursuivre l'apprentissage pour converger vers une meilleure solution. Mais effectivement, en pratique, on a des performances intéressantes, mais en théorie, il y a une certaine inadéquation entre les techniques qu'on met en œuvre et les problèmes qu'on cherche à résoudre. Voilà, alors, avant, et donc là, je vais passer avec les 30 minutes qui me restent, à la partie agent conversationnel. On va voir comment modifier ce grand modèle de langue pour en faire un agent conversationnel plus satisfaisant. Mais avant de faire ça, je vais simplement soulever une petite question qui est pourquoi Reddit? Pourquoi je dis pourquoi Reddit? Parce qu'en fait, ici, quand je dis qu'ils ont filtré le web, ils sont basés sur Reddit pour apprendre une règle pour filtrer le web, pour décider quelle page est intéressante ou pas pour entraîner GPT-3. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, Reddit, c'est un forum en ligne et les utilisateurs de ce forum, ils peuvent débourser de l'argent pour en fait donner des pouces vers le haut ou des pouces vers le bas au message des autres. Ça s'appelle du karma, je crois. Et donc, ils se sont dit, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est prêt à débourser de l'argent pour dire ce message me plaît, c'est un bon indicateur d'un message de qualité. Et si ce message-là, sur le forum Reddit, mentionne une URL, alors ça veut dire que la personne qui a payé pour mettre le pouce vers le haut valide l'URL qui est pointée, et donc on va aller crawler la page qui est pointée par cette URL et on la met dans notre corpus. Enfin, pardon, c'est pas exactement ça qu'ils font. Ils vont aller crawler ces pages-là. À côté de ça, ils vont regarder tous les messages qui mentionnent des URL et les gens n'ont pas reçu au moins 3 karmas, je crois que c'est ça le seuil.
Et il crée un problème de classification binaire qui est j'ai des pages validées par la communauté Reddit et j'ai des pages qui ne le sont pas. J'apprends une petite régression logistique avec une vectorisation sac de mots sur mes textes et j'apprends à prédire si la page elle est validée par Reddit ou pas. En gros, c'est ça. Donc, ils ont créé un classifieur binaire d'après Reddit pour filtrer le web. Et donc, tout de suite, on se dit, et donc, ça représente quasiment ça représente 290 000 milliards de tokens sur les 300 milliards. Donc, le corpus entraîné, il est fortement influencé par le comportement des utilisateurs Reddit. Et donc, ça soulève une question. Je me suis demandé pourquoi Reddit, je n'ai pas la réponse, mais déjà, ça c'est un institut de recherche indépendant qui s'appelle le Pew Research, qui montre en fait que Reddit, c'est essentiellement de jeunes hommes blancs nord-américains. Ah, bon, donc je veux dire, donc effectivement, en quoi ce serait représentatif et une bonne source pour entraîner un système pour filtrer le corpus utilisé pour entraîner GPT-3? Je n'ai pas la réponse, mais en mettant la capture d'écran dans mon slide, je me suis dit, peut-être en fait, c'est les utilisateurs qui visent en fait. Ils disent ChatGPT, ça va être utilisé par des jeunes hommes blancs nord-américains. Alors, s'ils utilisent beaucoup Reddit, on va utiliser Reddit pour entraîner le système. En tout cas, Antoine peut-être aura des choses beaucoup plus intéressantes que moi à dire là-dessus, mais oui, du biais que ça va introduire dans le modèle et la manière dont il estimera cette fameuse loi conditionnelle. Ils sont assez transparents. Dans leurs documents techniques, ils montrent dans les sous-forums de Reddit lesquels ils ont le plus utilisé pour entraîner leur système. Alors là, vous ne voyez pas bien, puis donc, comme je disais, je n'arrive pas à zoomer, mais ici, plus de la moitié du dataset du jeu de données binaire, c'est le sous-forum relations amoureuses. Voilà, je n'ai pas de commentaire à faire, mais bon, voilà, c'est intriguant. Donc, ça pose des questions. Pourquoi Reddit d'abord? Peut-être ça, c'est une piste pour comprendre. Ensuite, pourquoi mettre l'accent là-dessus? Bon, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose question. Voilà. Alors, à ce stade, on a un modèle de langue qu'on peut utiliser de manière autorégressive pour échantillonner comme ça du texte. Et donc, on peut le conditionner avec quelque chose, par exemple un prompt, et espérer qu'il nous réponde. Le problème, c'est qu'on a vu, c'est que ça marche uniquement si on formule des prompts qui sont des exemples. Si on lui donne juste une instruction, il n'y répond pas. On va voir comment continuer d'ajuster les paramètres, en l'occurrence de GPT-3, pour parvenir à ChatGPT, qui lui est un agent conversationnel qui vraiment maintient la plupart du temps une conversation avec lui. C'est une démarche en plusieurs étapes. L'étape 1, on l'a déjà vu. C'est l'étape du pré-entraînement auto-supervisé du modèle de langue. Encore une fois, c'est auto-supervisé parce qu'en fait, on retrouve les mots qu'il y a dans le texte du web. Ce n'est pas un expert qui lui dit voilà quel devrait être le prochain mot. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les étapes suivantes. Il va y avoir une première étape très simple qui va consister à poursuivre l'entraînement du réseau de neurones. Simplement, on change les données, on lui donne un petit corpus qui a été créé en interne, en l'occurrence par OpenAI, où les textes, pour le coup, c'est vraiment une instruction avec une réponse idéale. Et donc, ils expliquent, voilà les différents thèmes qu'on a ciblés, voilà les différents formats d'instruction et de réponse qu'on a rédigés. Et là, ils ont recruté plein de monde, plein d'ingénieurs pour écrire en fait ce corpus-là. Du genre, explique-moi l'alunissage comme si j'étais un enfant de 6 ans. C'est un exemple qu'ils donnent dans le rapport technique. Et ils ont rédigé une réponse idéale, un exemple de réponse. Et on continue d'ajuster les paramètres du modèle pour maximiser la log vraisemblance des réponses que eux ont écrites conditionnellement aux instructions qu'ils avaient données. Ça, c'est simple à comprendre. Le truc, c'est qu'en fait, on verra tout à l'heure, mais c'est trop limité. L'apprentissage supervisé, c'est trop limité et ça va créer un problème de surajustement du modèle. On va avoir recours à autre chose. On va définir une mesure de récompense pour dire, non pas token à token, est-ce que les tokens que tu écris sont les bons, mais dire globalement, est-ce que là, la séquence de tokens, donc la réponse entière que tu as écrite, est-ce qu'elle me satisfait ou pas? Ça, ce signal-là, n'est pas compatible avec le cadre usuel de l'apprentissage supervisé. Et donc, pour l'exploiter, on va devoir avoir recours à l'apprentissage par renforcement. Ça aussi, à l'époque, c'était très, très novateur. Ça a largement influencé ce qu'on fait aujourd'hui. Et il s'avère que c'était théoriquement pas forcément très compliqué, mais techniquement très sensible aussi à réaliser. Voilà. Alors, donc, l'étape 2, c'est l'ajustement supervisé sur un petit corpus avec des vraies instructions et des réponses. Et en gros, pas de différence avec ce qu'on a fait avant, si ce n'est que maintenant, ce n'est pas juste des données qui viennent du web,
c'est des exemples d'instructions avec les réponses. Voilà. À noter que ce jeu de données-là, il est beaucoup plus petit que le jeu de données qui a servi au pré-entraînement. Voilà. Alors là, première petite démo en 5 secondes, je peux vous montrer quelle différence ça fait. Donc pareil, c'est un TP que je fais à mes étudiants de master. Peut-être vous avez entendu parler de la série des modèles Llama qui sont développés par Facebook. Là, je prends un petit modèle qui n'a que 3 milliards de paramètres et je vous montre. Alors oui, bon, pour un statisticien, petit modèle à 3 milliards de paramètres, ça sonne bizarre. Mais dans l'écosystème des modèles de langue, c'est considéré comme un très petit modèle. Je lui pose une question. Donc voilà, je suis membre du laboratoire Eric à Lyon. Je lui demande en quelle année a été créé le laboratoire Eric. Et alors, voilà, je peux zoomer. Très bien. Là, j'interroge le modèle de langue préentraîné et non pas le modèle qui résulte de l'étape 1, non pas le modèle qui résulte de l'étape 2 qui a été ensuite ajusté. Et qu'est-ce qui répond à ma question? Eh bien, d'autres questions. Quel a été son but premier? En quoi le laboratoire d'histoire et de philosophie de l'économie a-t-il d'importants avantages dans les établissements? Voilà, c'est de la prose. Voilà. Alors, il écrit bien, hein, il est éloquent, donc on voit que le pré-entraînement lui a permis de capturer les notions linguistiques nécessaires à la manipulation de la langue. Par contre, il ne comprend pas du tout, enfin, il ne répond pas à ma question. Ça, c'est le modèle donc, qui s'appelle juste Llama 3.2, 3B. Et en dessous, vous allez voir qu'ensuite, je charge un modèle qui a le même nom, sauf qu'à la fin, ça rajoute instruct. En fait, ça veut dire que c'est le même modèle que tout à l'heure, mais dont ils ont poursuivi l'entraînement sur un corpus avec des exemples d'instructions et de réponses. Et là, maintenant, quand je lui dis en quelle année a été créé le laboratoire Eric, sa réponse, elle est là. Alors maintenant que j'ai cliqué, on ne voit plus, mais bon, c'est sous la barre de défilement. Il répond « Je n'ai pas trouvé d'informations précises sur un laboratoire Eric. Il est possible que vous nous parliez d'un laboratoire spécialisé dans un domaine particulier. » Bon, blablabla. Il n'a pas la réponse à ma question, mais par contre, il répond quand même à ma question pour me dire qu'il ne connaît pas la réponse. Ça, c'est le résultat de la poursuite de l'ajustement des paramètres sur le nouveau corpus. Mais sinon, du point de vue de l'architecture, c'est le même modèle. Et voilà, c'est le... Oui. En fait, c'est pas la tâche facile. Ah bah oui. Il a quand même les compétences pour comprendre ce qu'il y a en dialogue et c'était formater ta question d'entrée. Exactement. Absolument, absolument. Oui, oui. Tu as parfaitement raison. Mais en fait, on retombe sur le côté en fait, un peu one shot, zéro shot. C'est-à-dire que là, il est fait pour voilà. Mais voilà. Donc là, tu as absolument raison. Si j'avais formaté mon prompt pour la première interaction pour montrer que je voulais qu'il y ait des personnages qui se parlent, il l'aurait fait. C'est pas dit qu'il n'aurait pas inventé une nouvelle personne. Mais voilà. Donc on voit que grâce à l'étape 2, on a réussi à avoir quelque chose qui répond à ma question. Bon là, je lui posais une question dont je savais qu'il n'allait pas avoir la réponse. Mais on voit qu'au moins, il se comporte comme quelqu'un qui maintient une conversation. C'est pas suffisant. En fait, c'est pas suffisant parce que pendant cette phase d'ajustement des paramètres, finalement, imaginons que pendant cette phase-là, on commence à décoder une réponse à une instruction qui n'est pas du tout celle qu'on a mis dans le corpus d'entraînement. Pourtant, ce serait une bonne réponse. C'est juste que ce n'est pas la réponse que la personne a rédigée. Okay. Il tourne la réponse à l'envers ou il choisit un autre angle pour répondre à la question. Le problème, c'est que si on fait de l'apprentissage supervisé, on va pénaliser énormément toutes ces prédictions-là et donc on va avoir des corrections d'autant plus importantes sur les paramètres. Et en fait, on est en train de surajuster le modèle pour répondre exactement aux instructions qu'il y avait dans le corpus d'entraînement. C'est trop limitant. Par ailleurs, ça ne veut pas dire que globalement, il va répondre d'une manière qui nous satisfait. Par exemple, il pourrait faire des réponses super longues, alors qu'on préférait qu'il ait des réponses plus courtes. Et ça, avec l'apprentissage supervisé, on ne peut pas le pénaliser parce que l'erreur, elle est mesurée token à token. L'idée, c'est donc, après avoir fait cette étape-là, de passer dans un cadre différent et de dire que finalement, ce qu'on veut évaluer, ce n'est pas la pertinence des tokens un à un dans sa réponse, mais c'est la pertinence globale de la réponse. Donc, il faudrait quoi? Il faudrait qu'on ait des annotateurs qui puissent lire des réponses de notre système et donner un score de satisfaction.
ce que j'appelle ici une récompense, qui est le jargon en apprentissage par renforcement. Et ensuite, poursuivre l'ajustement des paramètres pour que le modèle maximise en fait l'espérance de la récompense quand il répondra à une nouvelle instruction. Okay. Alors, c'est une bonne idée, mais il y a un gros souci, c'est qu'en fait, on va vite réaliser qu'un annotateur humain n'est pas capable de quantifier sur une échelle continue sa satisfaction à la lecture d'une réponse. Les annotateurs ne sont pas capables de dire, alors, je t'ai posé telle question, tu m'as répondu de la manière A et de la manière B. Manière A, je te mets 7,2 sur 10 et manière B, je te mets que 4,1 sur 10. Les annotateurs humains ne sont pas capables d'émettre, de traduire leurs sentiments en une récompense qui soit bien calibrée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que je vais vous expliquer avec le temps qui me reste. Donc, on a le modèle de langue préentraîné. On l'a ajusté spécifiquement pour qu'il ait tendance à répondre à des instructions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend tous les prompts qu'on avait utilisés à l'étape juste avant. Et on lui fait répondre plusieurs fois, 4 fois, à ce même prompt-là. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est stochastique, donc il va répondre des choses différentes à chaque fois. Et plutôt que de demander aux annotateurs directement de donner un score pour chacune des cas réponses, on va plutôt leur montrer toutes les paires de 2 réponses et on leur demandera simplement laquelle tu préfères. Et en fait, au lieu d'exprimer une récompense, l'utilisateur, il exprime une préférence. Voilà. Et à chaque fois, il y aura la réponse préférée et l'autre réponse. Voilà. Sauf que le cadre classique d'apprentissage par renforcement, il suppose quand même qu'on ait la mesure de récompense. Ces préférences-là, on ne peut pas les exploiter directement pour ajuster les paramètres du modèle avec les techniques connues. Mais en fait, il y a une solution simple. Il y a un modèle classique qui s'appelle le modèle de Bradley-Perry. On peut en fait définir comme ça la probabilité de préférer une réponse à une autre, qui est en fait une fonction de la récompense. Et en fait, c'est simplement, finalement, cette proba, c'est donné par la sigmoïde de l'écart entre la récompense pour la meilleure réponse et la récompense pour la moins bonne réponse. Et ça, eh ben, on peut apprendre à le mesurer. Voilà. Donc, à partir du jeu de données qu'on a créé avant, nos préférences, on va pouvoir mesurer ça. On peut exprimer une mesure de vraisemblance. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un duplicata de notre grand modèle de langue, donc les 175 milliards de paramètres, on en fait une copie. On retire cette couche-là, là, qui est un classifieur sur le vocabulaire, on la retire et à la place, on met simplement une projection linéaire en dimension 1 pour sortir un scalaire. Et on va réentraîner tout le réseau de neurones pour que maintenant, en fait, quand on lui donne un prompt X, donc une instruction, et une réponse, il nous donne cette chose-là, R de XY, là, qui est la récompense. Donc en fait, à partir des préférences des utilisateurs, on a appris une variante du modèle de langue qui mesure la récompense. Voilà, on a appris un modèle de récompense. Et bien très bien, maintenant qu'on a ça, en fait, on a l'environnement classique d'apprentissage par renforcement. Et ce qui est bien, c'est que notre modèle de langue, il va pouvoir explorer l'espace des réponses. Il génère des réponses et quelle que soit sa réponse, notre modèle de récompense, il peut lui accorder une récompense. Et là, on peut commencer à faire de la simulation et prendre un algo classique basé sur le gradient pour continuer à ajuster les paramètres du modèle de langue pour avoir un modèle de langue qui répond aux instructions et qui maximise l'espérance de la récompense. Ouais. Souvent, ils donnent 2 réponses. Et je demande est-ce que ça rentre dans ce cadre-là et c'est en temps réel, il y a l'apprentissage par contre. Alors, je ne saurais pas répondre exactement, mais en tout cas, je suis quasiment sûr que quand il vous demande avez-vous préféré ou pas cette réponse-là et que vous lui répondez, ça rentre dans le jeu de données de préférence qu'il utilisera plus tard. Maintenant, est-ce que ça a un effet en temps réel? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas, mais ça me paraît très compliqué de faire des mises à jour du modèle en temps réel. Voilà. Ah, ouais. J'y avais pas pensé. Ouais, bon, non, Max. Peut-être qu'effectivement, les 2 réponses ne sont pas générées par le même modèle.
Et s'il y a plusieurs modèles, quand vous dites j'ai préféré une réponse, et ben en fait, effectivement, il bascule peut-être sur un autre modèle. Ouais. Voilà, simplement petit détail technique. Quand on fait de l'apprentissage par renforcement, ce qui peut se passer un petit peu à l'image du surapprentissage quand on fait du supervisé, on peut avoir un modèle qui dégénère complètement et qui en fait trouve des espèces d'astuces pour maximiser la récompense tout en fait en oubliant de traiter la tâche de base, si vous voulez. Voilà. Le cas qu'on montre classiquement en cours, c'est ben voilà, si j'utilise l'apprentissage par renforcement pour apprendre à jouer à Super Mario, ben en fait, finalement, plutôt que de devenir très bon à Super Mario, mon algorithme, en fait, il a trouvé un bug dans le jeu et il trouve qu'en fait, il faut sauter à l'envers à un endroit pour arriver directement à la fin et il ne joue pas du tout au jeu. En fait. Là, c'est un petit peu pareil. On ne veut pas qu'il apprenne à trouver que s'il répète à l'infini, vous êtes très beau, vous êtes très beau, vous êtes très beau, vous êtes très beau, il va avoir une bonne récompense, sans jamais plus répondre à la question. Donc ici, mettre simplement un terme de régularisation. On ne veut pas s'éloigner trop du modèle avant qu'on ait commencé la phase d'apprentissage par renforcement. Voilà. On veut pas trop s'éloigner de la loi de départ. Et ça, c'est super compliqué à faire tourner. Ils ont eu beaucoup de mal à le faire parce que c'est extrêmement sensible et on peut très rapidement en fait diverger et ne pas arriver à obtenir une solution qui soit bien. Plus tard, il y a eu des résultats mathématiques qui ont montré qu'on pouvait redéfinir de manière équivalente ce problème-là dans un cadre beaucoup plus simple qui permet de s'assurer d'une bonne convergence. Et enfin, voilà, toute dernière chose. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, ça y est, là, vous avez ChatGPT. ChatGPT, c'est un grand modèle de langue qui est entraîné sur un grand corpus tiré du web. C'est un modèle qui, en gros, est capable de générer de la prose. Il y a certaines questions déjà sur la nature du corpus qu'on a utilisé pour le pré-entraîner. On a constaté que le cas d'usage pour un agent conversationnel, c'est 0 shot. On lui donne une instruction, on veut y répondre. Ce modèle-là, il n'y parvient quasiment pas. Donc, on va procéder à plusieurs ajustements successifs des paramètres. D'abord, un ajustement supervisé avec un corpus d'exemples. Deuxièmement, on va créer un modèle de récompense pour apprendre à mesurer la satisfaction des utilisateurs en fonction des réponses. Et on va se servir de ce modèle de récompense pour faire de l'apprentissage par renforcement et continuer encore à ajuster les paramètres du modèle pour globalement avoir un modèle qui s'exprime selon nos préférences et qui répond à nos questions. Voilà. Typiquement, c'est en partie comme ça aussi qu'ils arrivent à faire en sorte qu'ils ne soient pas trop, par exemple, racistes ou sexistes, parce que systématiquement, si jamais il produit une telle réponse, elle sera jamais préférée dans les exemples, et c'est ce qui contribue à éviter qu'il s'exprime de manière pas éthique, on va dire. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant, et donc derrière, clairement, il y a des moyens algorithmiques. Typiquement, il y a un classifieur qui prend votre prompt et qui dit s'il le transmet ou pas. Quand il vous dit « je suis un LLM et je ne peux pas répondre », il y a de fortes chances qu'en fait, ce soit l'algo qui est dit « ça, c'est une question à laquelle on ne répond pas ». Ce n'est pas le LLM qui répond. Voilà, allez, en 5 minutes. Comment est-ce qu'on pourrait personnaliser cette chose-là? Clairement, on pourrait se dire, bah, moi, je prends une copie de ce modèle à 175 milliards de paramètres, mais j'ai besoin d'en avoir un usage interne dans mon entreprise et il faudrait qu'il ait une connaissance de ce qui se raconte dans la base de connaissances de mon entreprise. Bon, ben, je pourrais faire un ajustement supervisé comme ça sur le corpus de mon entreprise. Clairement, ça va demander des ressources colossales. Donc, ça ne va pas être faisable. Éventuellement, on pourrait tenter d'avoir recours à une technique plus efficace pour faire cet ajustement supervisé. Il y a une technique qui est très à la mode qui s'appelle LoRa. Ça consiste simplement à approximer les corrections qu'on va apporter aux matrices qui paramètrent notre réseau de neurones, approximer ces corrections par un produit de matrice de rang faible, en fait. Voilà. Donc, ce qui permet de réduire le nombre de paramètres qu'on a ajustés pendant la phase d'ajustement. Voilà. Je m'appose un petit peu parce que j'ai plus de temps, mais bon, même si on fait ça, si on est à l'échelle d'un modèle de 175 milliards de paramètres, on a beau gagner en mémoire nécessaire pour le faire, en nombre de paramètres à ajuster, ça ne restera pas possible. Alors, une alternative, c'est de tirer parti du fait que le conditionnement des modèles de langue, il peut être très long. On peut lui donner une séquence extrêmement longue. Dans les modèles actuels, ils ont été entraînés avec des conditionnements qui vont jusqu'à 1 million de tokens. Et dans 1 million de tokens, on peut mettre beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, on abandonne le côté apprentissage supervisé, où on a besoin en fait de faire des calculs de gradient pour mettre à jour nos paramètres. On va faire ce qu'on appelle de l'apprentissage en contexte. On va simplement lui donner les données d'entraînement dans le conditionnement. Et on espère qu'avec le mécanisme notamment d'auto-attention,
il va arriver, avec des grosses guillemets, à raisonner sur ce qu'on a mis dans le conditionnement et à arriver en fait, à simuler le résultat d'un véritable ajustement des paramètres alors qu'on ne l'a pas fait, quoi. Okay. Donc les données qu'on lui aurait passées pour faire du fine-tuning, on va plutôt les donner dans le contexte et on espère qu'avec l'auto-attention, ça va suffire, il va arriver à piocher l'information qu'il faut. Ça s'appelle du RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on personnalise l'assistant à la volée. Donc, on n'a pas besoin de déployer plusieurs assistants différents, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, quand on lui pose une question, cette question, on va la mettre en corrélation avec notre base de connaissances. En fait, on a un petit réseau auxiliaire qui est un tout petit modèle de langue, qui est vraiment d'une échelle bien moindre que le GPT-3 ou le ChatGPT dont je parlais, qui va préindexer notre base de connaissances. Et quand on lui donnera un prompt, il va pouvoir quasiment instantanément connecter notre prompt au document dans la base de connaissances le plus susceptible d'avoir la réponse à notre question. Ces documents susceptibles de receler la réponse à notre question, on va simplement, en gros, les copier-coller dans le prompt, quoi. Donc, on les rajoute au conditionnement. Et voilà, c'est tout. Donc, en fait, le RAG, ça consiste à dire, bah tiens, et donc, je vais vous montrer un exemple. Toujours là. Donc, je vais demander qui était, en quelle année a été créé mon laboratoire. Donc, il a été créé en 95. Il me dit qu'il ne sait pas répondre. Là, ce que je fais, c'est que j'ai copié plusieurs pages web du site de mon labo. Chaque ligne, en fait, je vais considérer que c'est un document différent. Okay. Ici, donc j'ai un petit modèle de langue additionnel qui est basé sur Camembert. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un modèle encodeur tout petit. Hein, c'est 100 millions de paramètres. C'est rien à côté des 115 milliards de paramètres de GPT-3. Et en fait, il a été pré-entraîné en mode siamois, c'est-à-dire que c'est 2 fois le même réseau de neurones qui reçoit 2 textes. Il les contextualise et en sortie, il sort la représentation vectorielle d'un token spécifique qui correspond en fait à l'entièreté du texte. Il compare ces 2 vecteurs-là et il en déduit un score de similarité. Voilà, c'est ça l'idée. Donc il est siamois parce que c'est le même réseau qui voit passer 2 textes. Il en extrait une représentation vectorielle et en gros, il fait un calcul, par exemple, de produit scalaire entre les deux vecteurs. Il nous dit, tiens, ils sont très similaires ou ils sont pas du tout similaires. Là, je repose ma question. Vous voyez que ici, je lui demande de me trouver quelle est la page du site web parmi les 4 que je lui ai donnés qui ressemble le plus à la question que j'ai posée. OK. Et là, vous voyez, alors là, bon, c'était pour la blague, je voulais montrer aux étudiants qu'on pouvait aussi lui demander de jouer un rôle. Donc je lui disais, tu es Julien Jacques, qui est le nom du directeur du laboratoire. Là, tu réponds aux questions qu'on te pose. Et là, vous voyez, à la fin, quand je fais plus selected sentence, ça veut dire que là, dans le prompt, je cache en fait la page web dans laquelle il y a le plus de chances que la date de création du labo soit mentionnée. Et donc, et là, par contre, c'est le même réseau que celui juste avant qui a dit « je n'ai pas l'information ». Et là, quand on l'exécute, alors vous voyez que déjà, il joue le rôle. Hein. Il dit « bonjour, je suis Julien Jacques, machin ». Et à la fin, il me dit bien « et vous, savez-vous que le laboratoire Eric a été créé en 1995 ?» Voilà. Donc, c'est le même réseau de neurones que tout à l'heure. Il a été capable d'incorporer dans sa réponse une information dont il n'avait pas connaissance lors du pré-entraînement, mais qui est maintenant cachée dans le prompt, en fait. Et là, quand je déroule, vous voyez que quelque part ici, vous allez voir que ça dit 1995. Ah voilà, créé en 95. Voilà, donc il n'est pas allé chercher très loin. Ça, c'est du RAG. Et donc, vous voyez, je n'ai pas modifié le réseau de neurones et maintenant, il répond à mon besoin. Il peut répondre à des questions à propos du laboratoire Eric, ce qu'il ne savait pas faire avant. Voilà, bon, ça conclut ma présentation. Oui, 11h28. Je passe la main à Antoine, je présume. Il reste 2 minutes, oui. S'il y a des questions à distance. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. À l'envoyer par mail. OK. Tu peux me donner le lien. Sans problème. Ouais. Question en analyse d'image, en particulier avec les modèles de diffusion. Ouais. Je t'ai posé la question, est-ce que ça généralisait et ça mémorisait, on a vu, en particulier des travaux de Mana, que en fait, ça généralisait s'il y avait suffisamment d'images. Est-ce que dans le cadre des LLM, on a ce même problème de mémorisation ou de généralisation? La mémorisation, il va reprendre quelque chose qu'il a déjà su faire. Généralisation, il va produire en fait une séquence qui n'est jamais vue. Oui.
Alors, j'ai vu passer de loin cette conversation où, en gros, dans le domaine de l'image, certains avançaient le fait que finalement toutes les images vivent dans une variété de très faibles dimensions. Alors, c'est plus facile pour un réseau de neurones d'apprendre à généraliser avec les données qu'on peut lui donner. Peut-être que la langue, c'est plus complexe, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair que ces modèles de langue, ils mémorisent et ils peuvent régurgiter des choses qu'ils ont mémorisées. Typiquement, au tout début, ChatGPT, il y a des gens qui ont trouvé un prompt qui permettait de faire, en gros, déjà, ça a permis de réaliser qu'ils avaient eu accès illégalement à la liste rouge aux États-Unis. Donc, ils avaient les coordonnées téléphoniques des gens sur liste rouge aux États-Unis. Et en mettant un certain prompt, il récitait tous les numéros de téléphone avec les adresses et les noms des gens, quoi. Donc, il mémorise des choses, ça c'est clair. Maintenant, je dois dire que j'ai pas connaissance de travaux très approfondis qui vont investiguer la question que vous posez, qui est extrêmement intéressante, qui est est-ce qu'on peut quantifier quelle est la part de généralisation dans ce qu'il produit et aussi la part simplement de régurgitation de ce qu'il a déjà vu, quoi. C'est difficile à dire. Il y a ce fameux truc, on dit voilà, en fait, le test ultime, c'est comment dire, on essaye de complexifier au fur et à mesure le test de Turing. Et donc, on met quelqu'un à discuter avec un chatbot. Et à la fin, on demande à la personne est-ce que vous avez discuté avec un interlocuteur humain ou est-ce que vous avez discuté avec un chatbot? Sachant que la conversation, elle doit porter sur des trucs assez poussés qui nécessitent normalement, par exemple, de se fixer soi-même des objectifs en vue de réaliser un objectif d'ordre supérieur. Donc il y a des choses comme ça, mais en fait, c'est jamais vraiment concluant et on n'arrive pas à dire si vraiment on a mis le réseau de neurones dans une situation où pour répondre, il doit vraiment faire preuve d'inventivité et de créativité, quoi. Voilà, j'ai pas connaissance de peut-être quand tu sais. Après, peut-être compris plus. Ça veut dire quoi généraliser dans le cas du texte? Je ne sais pas si c'est plutôt le problème. C'est pas une généralisation dans ce cadre-là. Parce qu'après, si tu joues sur le paramètre de température que tu expliquais, cas par exemple, si le mot que tu vas regarder quand tu génères, bah, si ce cas il est grand, bah, tu vas être créatif quand tu vas générer du texte. Et tu vas moins fitter aussi aux données. Ouais, c'est vrai. Et si tu gardes un cas égal 1, c'est sûr que tu vas générer des données pour les données d'entrepôt. Il y a aussi ce processus de génération qui est paramétré, et en faisant cette paramétrisation, tu règles aussi ton degré de généralisation. Mais c'est vrai que pour peut-être spécialiser la question, on pourrait se demander à partir de quel nombre de paramètres le réseau de neurones commence à montrer cette capacité de généralisation. Parce que peut-être si ton réseau il est trop petit, tu as beau jouer sur le paramètre de température, en fait il a des distributions où il met une énorme masse de probabilité de façon sur exactement les mots qu'il a vus dans le texte. Alors typiquement, tu te souviens à l'époque on avait essayé de recoder BERT. On l'avait moyennement réussi, mais voilà, il y a des années. Et j'avais identifié un truc super bizarre. J'avais cherché le nom d'un coach de baseball qui avait une carrière de seulement 6 mois en Ligue 2 universitaire américaine. Donc, hein, mais il a quand même une fiche Wikipédia, mais qui fait 5 lignes. Il s'est cassé un petit doigt de pied et ça a arrêté sa carrière. C'est vraiment ça. Je lui dis, personne ne doit le connaître. Et en fait, je commence à donner le texte en disant, il s'est cassé le petit doigt de pied en telle année et je masque le token avec l'année. Et Bert, il retrouve, il met une probabilité énorme sur l'année où c'est vraiment cassé le petit doigt de pied. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont entraîné Bert, il a vraiment mémorisé des détails totalement insignifiants, quoi.